BFM Business, le grand débat du patrimoine. Vous le savez régulièrement, dans cette dernière demi-heure, on vous offre les grands débats du patrimoine avec la complicité de Jean-François Filiatre pour Marché Gagnant. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Cette semaine, on accueille autour de la table Olivia Blanchard. Bonjour. Pour Acteurs de la finance responsable, et Anne-Claire Impérial. Bonjour. Bonjour. Directrice ESG et engagement, c'est Sycomore AM. On va tourner autour de la question de Total en essayant de réfléchir s'il faut ou pas l'intégrer dans le portefeuille Marché Gagnant. C'est ça, Jean-François? Pourquoi ce débat aujourd'hui? Alors, pourquoi? Déjà, la première question, c'est une question déontologique. Aujourd'hui, on rappelle l'histoire en deux mots. On va pas regarder les constantes financières. Exactement. Pourquoi? Parce que j'ai annoncé la semaine dernière que CGG allait quitter le secteur de l'énergie parce que la boîte est trop petite, elle a été shortée, donc j'ai dit on arrête sur le dossier CGG. Et puis, ça fait 2 ans et des poussières qu'on fait ce portefeuille. On n'a jamais parlé de critères extra-financiers. On s'est toujours intéressé à des critères financiers. Donc, je me suis dit, le secteur de l'énergie, il n'y a pas plus bel endroit, puisqu'on veut faire de la pédagogie, du pragmatique, etc. On a une très grosse valeur, c'est Total. Donc aujourd'hui, on ouvre le débat et les gens peuvent voter sur le site de Marché Gagnant. C'est traditionnel quand on arbitre dans... C'est traditionnel. Donc la question qu'on a, c'est dans un environnement de réchauffement climatique, est-ce qu'on peut intégrer Total dans notre univers d'investissement? Il y a 3 réponses possibles. Oui, sans condition. Non, ça c'est binaire. Et puis il y a une solution intermédiaire qui est oui, si jamais... Il y a la réponse de Normand. Si jamais Total fait pivoter son modèle économique. Bon, alors on a déjà 3 votants éventuels. Vous répondriez quoi, Anne-Claire? Alors pour ma part, ça dépend de ce qu'on a vendu aux clients et à l'épargnant dans le fonds d'investissement. Bon, donc ça vote en touche. Plutôt non. Ah, plutôt non. Bon. Olivia? Non. Non. Très binaire. C'est binaire, bon. Et Jean-François? Alors moi, écoutez, je vais vous faire une confidence, c'est que je ne vais pas pour l'instant prendre position. Ah bah oui. Mais en revanche, je peux juste vous dire une chose, c'est qu'on a invité Total à ce débat. Oui. Malheureusement, ils n'ont pu être présents, mais j'ai malgré tout échangé avec eux. Et du côté de chez Total, c'est binaire aussi, mais la réponse est oui. Ah, c'est assez surprenant. Bon, alors voilà, donc les votes sont posés sur la table, chacun a de façon très brève pris position. On va essayer de reprendre justement un petit peu ce qu'on pense. D'abord, Olivia, pourquoi non ? Alors, si on reprend justement la question, il y a un élément qui est très important. On remet dans le contexte, on parle ici dans un objectif de réchauffement climatique. Donc, réchauffement climatique, en finance, qu'est-ce que ça veut dire? Durabilité. Et là, si on commence à rentrer et à tirer le fil de durabilité, on se dit, est-ce qu'en finance, si on se dit qu'on a un objectif d'investissement durable, peut-on investir dans Total? La position au sein de notre association, des acteurs de la finance responsable, pour nous, c'est de dire non. Pourquoi? Parce que durabilité est complètement contraire à l'investissement dans les énergies fossiles. Simplement parce que le secteur d'activité lui-même n'est pas durable. C'est quoi, juste, on peut se poser la question, parce que moi je suis épargnant, j'entends ça, c'est quoi un investissement C'est quoi la définition de la durabilité? Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu tout le nerf de la guerre, c'est de déterminer ce que ça veut dire justement un investissement durable. Alors, au niveau européen, ils se sont posés la question, ils ont mis autour de la table beaucoup de scientifiques, d'experts, et ils se sont dit maintenant, on va essayer de définir la durabilité de manière très technique et assez stricte. Et donc, ils ont créé pour pas que ce soit fluctuant. Exactement. En se disant, on va tous se mettre d'accord déjà en France, en Allemagne, en Suède, etc. Se dire, OK, ça veut dire quoi durable? Et donc, ils ont créé un outil qui s'appelle la taxonomie, qui est comme un dictionnaire de la durabilité. Et dedans, vous allez trouver des secteurs dits éligibles, où on va dire, par exemple, le transport, c'est éligible, c'est potentiellement durable, mais ça doit répondre à des critères techniques très précis. L'Europe s'est prononcée et a quand même dit que le secteur des énergies fossiles n'était pas un secteur éligible à la taxonomie, donc pas durable. On rappelle, pour le terme taxonomie, on ne parle pas de fiscalité. Non mais franchement, c'est un dictionnaire. Ouais, c'est Buffon, je crois, en classant les espèces. Donc on n'est pas du tout dans le domaine fiscal. C'est vrai que là, comme on est sur les questions de pollution, tout le monde a une petite idée fiscale. Bon, voilà pour votre regard. Anne-Claire Impérial.
Alors pourquoi la réponse n'était pas nette sur le non en introduction et effectivement, je pense qu'il faut se reposer dans le contexte de ce que l'on vend, nous, en tant qu'investisseurs, à nos clients comme fonds. Et donc effectivement, quand on se pose sur des questions des fonds labellisés, donc qui ont le label ISR en France, ou des fonds qui ont effectivement un engagement de durabilité, là je pense que, et pour nous chez Sycomore, la réponse est non. Aujourd'hui, l'épargnant final, quand il achète un produit financier durable, vert, responsable, on observe quand même une demande de zéro fossile. Voilà. Maintenant, si l'épargnant s'en fout, on peut lui coller du Total, c'est ça? Alors ensuite, donc nous, après, on ne s'adresse pas vraiment à l'épargnant qui s'en fout chez Sycomore. On a une démarche engagée sur l'ensemble de notre offre d'investissement. Et pour autant, donc la majorité est labellisée ISR, mais sur une petite partie de nos investissements non labellisés ISR, on a cette démarche en fait de vouloir accompagner l'économie dans laquelle nous vivons aujourd'hui à se transformer plus vite. Donc pour des acteurs comme Total Energy qui selon nous ne vont pas assez vite aujourd'hui, nous avons cette démarche d'engagement actionnarial dans ce fonds d'investissement précis mais non labellisé, non promu sous le label de l'ISR. Oui, parce que quand on parle ISR, ESG, etc., il faut quand même rappeler, Jean-François, qu'il y a plusieurs exceptions. Hein. Il y a Mais vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise qu'on n'y comprend rien? Mais si, on y comprend justement, et soyons pédagogues. Bah si, il y en a qui font de l'exclusion, s'ils disent on ne veut pas en entendre parler, et il y en a qui sont au contraire, on va dire, militants, et qui disent on va rentrer dans la boutique, on va aller aux AG, on va forcer... Alors, on va voir sur le sujet. Et c'est ce qu'on appelle l'engagement. Si on vient sur notre sujet, et moi je prends entre guillemets une position très idéologique, moi vous savez, j'aime bien les choses un peu binaires, pour moi il y a deux mondes. Il y a un monde qui va être l'économie de marché, où on va considérer que le marché se régule tout seul comme un grand bof. Oui. Et puis il y a un autre monde où on considère que le marché, c'est pas le sujet, et que c'est l'État qui décide de manière très pyramidale en disant voilà, la règle c'est comme ça, et puis vous n'avez plus qu'à appliquer. Moi, je vais vous dire la chose suivante. J'ai un premier problème idéologique sur la position européenne. C'est que l'Europe, finalement, n'assume rien. Et l'Europe est en train de fixer un certain nombre de règles pour faire culpabiliser tel ou tel investisseur. Vous remarquerez qu'on a ces sujets-là sur le secteur de l'investissement. On pourrait l'avoir sur le secteur bancaire. Et l'Europe, à mon avis, est très, très en retard là-dessus. Donc, moi, sur le fond, en tant qu'investisseur, je n'ai pas envie que l'Europe me fasse culpabiliser sur ce que je fais de mon argent. Et vous voulez qu'elle fasse quoi? Je dis, soit l'Europe me dit, tu fais comme ci ou tu fais comme ça, mais je n'ai pas envie d'être culpabilisé. Les épargnants sont constamment culpabilisés. En France, on ne cesse de dire que leur allocation d'actifs est complètement merdique. Donc, vous placez pas votre argent comme il faut. Quand ils ont du dividende, on leur dit que c'est des voleurs. Voilà. Donc moi, je n'ai pas envie de tomber dans le schéma de la culpabilisation. Justement, sur cette question un petit peu de la démarche ESG, comment est-ce que vous voyez les choses, vous, entre exclusion, best in class, enfin, engagement En fait, effectivement, il y a plusieurs catégories. Parce que tout peut être vertueux, finalement. Tout peut être vertueux, tout va dépendre aussi de l'émetteur, tout va dépendre de l'industrie, etc. Je pense que tout ne peut pas être traité de manière générale et de la même façon. L'engagement actionnarial, ça fonctionne très bien, mais c'est vrai qu'on l'a vu quand même sur certains acteurs, et de celui qui nous occupe quand même aujourd'hui, c'est Total. On a vu que l'engagement actionnarial, l'année dernière, en Assemblée Générale, le PDG a quand même dit devant tous ses actionnaires, ceux qui ne sont pas contents ont qu'à vendre leurs actions. Donc en termes d'engagement actionnarial, ça remet un petit peu en cause, je trouve, le sujet. Après, il faut quand même continuer à s'accrocher, c'est très bien. Mais encore une fois, c'est quel est l'objectif, quelle est la finalité, et c'est surtout, si je fais de l'engagement, jusqu'à quand ? C'est-à-dire, encore pendant 10 ans, je vais considérer que je peux garder Total en portefeuille alors qu'ils n'améliorent pas leurs pratiques. Donc une notion de temporalité. Donc ici, c'est assez important de pas tout mélanger. Et oui, l'engagement, c'est très bien, mais sur quel secteur? Et après, nous, on est plus partisans aujourd'hui que quand on affiche responsable, notamment, par exemple, si on parle de label ou si on parle d'ISR, on va dans l'exclusion. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un épargnant et qu'on veut protéger justement l'épargnant d'une certaine confusion où il va retrouver du Total dans son portefeuille, il ne comprendra pas.
Entre exclusion et engagement, justement, sur quel pied danser? Oui, alors au niveau des labels, le label ISR est le seul label en Europe qui n'a pas tranché sur des exclusions aujourd'hui. Et on voit bien ce que je disais aussi en introduction. Je pense qu'au niveau des attentes des épargnants sur ces produits labellisés, on a effectivement une attente plutôt d'exclusion sur, en tout cas, les secteurs qui ont le plus d'impact négatif sur les enjeux de durabilité, d'ailleurs, que ce soit d'un point de vue environnemental ou d'un point de vue social. Donc aujourd'hui, il se trouve que le comité du label, la gouvernance a été revue fin 2020, et aujourd'hui il y a des groupes de travail qui travaillent sur ce sujet, et j'en fais partie, pour proposer justement au comité du label l'ajout d'exclusion, notamment sur les énergies fossiles. Donc après, évidemment, on verra le niveau d'exclusion arbitré in fine par le comité. Le travail est en cours aujourd'hui. Pour autant, on a effectivement cette démarche d'engagement actionnarial que l'on peut avoir sur les acteurs en transition. Encore une fois, tout dépend de ce qu'on vend aux clients. On a un label qui est très bien fait en France sur les enjeux environnementaux, qui est le label Greenfin, qui a très bien défini, en amont d'ailleurs de la taxonomie européenne, qui avait déjà son dictionnaire des éco-activités et des activités à exclure. Et les énergies fossiles n'ont aucune place dans les fonds labellisés Greenfin. Donc là aussi, pour aiguiller l'épargnant final très engagé sur les sujets environnementaux, c'est ce label-là qu'il faut privilégier et qu'on doit continuer de promouvoir. Le label ISR, lui, est plus généraliste, avec cette vocation d'inclusion. On est aujourd'hui sur plus de 1100 fonds labellisés en France, plus de 770 milliards d'euros d'actifs qui ont ce label en France. Néanmoins, je pense que voilà, on est arrivé à un stade au niveau aussi de la nécessité d'accélérer la transformation, où dans ces labels, on doit intégrer de l'exclusion sur les entreprises qui n'ont pas de trajectoire d'alignement aux objectifs de l'accord de Paris. On a parlé d'ESG, on a parlé d'ISR, on a parlé d'exclusion, on a parlé d'engagement. On va rajouter encore un petit peu plus de verbiage, histoire de compliquer l'affaire. C'est le SFDR avec l'AMF qui demande à l'Europe justement de sortir ces énergies fossiles de ce qu'on appelle le chapitre 9. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? D'abord, peut-être on peut rappeler, je suis désolé. Tout à fait, on peut rappeler effectivement de quoi il s'agit. Un peu de dictionnaire là aussi. Voilà, donc on est ici dans le cadre de la réglementation européenne, donc ce règlement qui est un règlement de transparence, qui demande aux acteurs financiers de la transparence sur la durabilité de leurs investissements. Donc en quoi ça consiste? En fait, en fonction du niveau de durabilité sur lequel on communique dans nos fonds, sur lequel on s'engage, on n'a pas les mêmes exigences de transparence. C'est ça l'objet initial. Donc comment ça se concrétise? En fait, dans le règlement, il y a différents articles du règlement qui vont dire justement en fonction de ce que vous faites, qu'est-ce que vous devez communiquer. Donc on a le fameux article 9 qui lui est réservé aux fonds qui ont pour objectif l'investissement durable dont parlait Olivia tout à l'heure. On a les fonds article 8 qui sont des fonds qui font la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales. Donc là, on est très large. Même dès qu'on commence à faire un peu d'exclusion. Voilà, l'idée du régulateur ici était de dire, à partir du moment, c'était pas de catégoriser, c'était de dire à partir du moment où vous commencez à parler d'enjeux environnementaux et sociaux, vous avez un devoir de transparence sur ce que ça donne, qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites et qu'est-ce que vous avez comme résultat sur des indicateurs de durabilité. Et ensuite, on a une définition de l'investissement durable qui est donnée dans ce règlement, qui cite finalement un certain nombre de thématiques contributives sur des sujets environnementaux, sociaux assez classiques. Et puis on a cette notion aussi de ne pas avoir d'impact négatif trop important sur l'ensemble des sujets ESG et également cette notion de bonne gouvernance. Donc on a quand même une définition avec 3 briques. Mais cette définition, elle est laissée ensuite à l'interprétation de chaque acteur pour définir exactement ce que c'est qu'un investissement durable. Et c'est là que l'AMF on pourrait dire presque prend peur ou en tout cas s'inquiète aujourd'hui de comment s'assurer effectivement que les fonds article 9 qui font la promotion d'investissement durable, est-ce que la manière dont ils ont interprété cette définition est rigoureuse et empêche le greenwashing, ce qui est l'objet initial
de cette réglementation. Donc c'est pour ça que l'AMF a fait un certain nombre de propositions aux régulateurs européens pour essayer de fixer des règles un peu plus claires, notamment en lien avec la taxonomie, qui est le premier dictionnaire que nous avons aujourd'hui. Olivia, comment est-ce que vous percevez tout ça aussi ? En fait, on était agréablement surpris du positionnement du régulateur français sur ce sujet. Justement, on espère que ça va inspirer le comité du label ISR pour continuer ses avancées sur les exclusions. Après, est-ce que ça sera suivi à un niveau européen ? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez novateur et c'est vraiment une bonne nouvelle. On estime aujourd'hui que le régulateur se soit positionné comme ça vis-à-vis de l'Europe. Donc, nous, on a accueilli ça plutôt bien. Jean-François, l'AMF est dans son rôle, c'est bien, c'est pas... Pardon, l'objectif du label ISR, quand il a été créé, ça a été la même chose que le label CIES quand on avait fait ça en épargne salariale, c'est de faire en sorte qu'à terme, tout le monde soit labellisé, parce que ça devenait du marketing. On s'est dit qu'on avait un peu exagéré. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, on a un débat de fond, où on échange, où on donne des arguments, et je trouve ce débat très intéressant et très utile. Et chacun va se positionner par rapport à ce débat, par rapport à son histoire, sa vision de la société, etc. Et là encore, je vais critiquer le schéma européen, mais aujourd'hui, maintenant, on demande les préférences ESG des clients pour savoir dans quel tunnel on va les mettre, sachant que les tunnels, on n'est pas tout à fait sûr, parce qu'on a fait SFDR, c'était très bien, mais on n'avait pas, on a fait la demande aux gestionnaires de communiquer sur leur stratégie en matière de finances durables, alors qu'on n'avait pas encore mis en place les textes sur le fait que les entreprises donnent les éléments pour pouvoir le faire. Donc, mais franchement, sur ce dossier-là, on n'est pas durable, on fait tout en sens inverse. Moi, j'ai un remarquez, pour le PEA-PME, ça avait été un peu pareil. Mais moi, je vais vous dire, j'ai un conseil simple, je ne vais pas vous donner mon vote sur le sondage, mais moi, j'ai un truc simple, c'est que sur un questionnaire CIF aujourd'hui, sur un questionnaire client, n'avoir aucune préférence durable. Aucune. Ce qui ne veut pas dire que derrière, on ne mettra pas que des trucs avec des préférences durables. Mais je trouve que l'organisation du système me déplaît fortement. Bon, ça c'est dit. Alors, juste dans cette histoire, on a donc les labels, etc., qui nous permettent de nous guider et qui pourraient peut-être nous faire décider. Sauf qu'en face, on a aussi la boîte telle qu'elle est et ce qu'elle se voit, elle. Et quand on écoute un peu toutes les déclarations, que ce soit de Pouyanné ou d'autres représentants de Total, ils nous disent, mais nous, on investit beaucoup dans le renouvelable, regardez, ceci, cela. Enfin, donc, il faut leur faire confiance aussi un petit peu, non, Olivia Alors, oui, en fait, c'est vrai que ce sont les premiers financeurs en France. Ils ne se contentent pas de nous vendre du gasoil lourd à mettre dans nos... Honnêtement, ce sont les premiers financeurs en France sur les énergies renouvelables, etc. Il faut bien qu'ils bénéficient d'investissements. Voilà, mais ils ont aujourd'hui un résultat de 36 milliards. Et puis, en fait, si vous regardez la production des énergies renouvelables sur la production des énergies fossiles, ça représente 0,38%. Donc, en fait, aujourd'hui, on va afficher... C'est ce qu'on fait des chiffres, en fait. Si vous voulez parler en valeur absolue, bah oui, ça fait beaucoup de milliards investis dans les renouvelables. Mais si vous parlez en valeur relative, on est toujours à moins de 10% de leur CAPEX ou OPEX. Donc, est-ce que vraiment, avec ce type d'investissement et ce montant-là, on peut parler de vrais shifts de modèle économique ? C'est contestable, je pense. Le compte n'y est pas Non, mais c'est vrai que c'est très intéressant quand on regarde la répartition des flux nets de trésorerie 2022 du groupe. On a un tiers pour l'actionnaire, un tiers pour la réduction de la dette et un tiers pour les investissements. Et dans ce tiers d'investissement, on a un quart à peu près pour les énergies renouvelables. On en a tout autant pour les nouvelles productions de pétrole et quasiment tout autant pour le maintien des puits existants. Donc le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Et même surtout, si ça fait des milliards. Quand on voit, alors c'est effectivement 5 milliards de dollars qui ont été investis l'an dernier sur les énergies renouvelables pour Total Energy. Ce sera la même chose peu ou prou pour 2023. C'est effectivement un engagement aussi à horizon 2050 d'installer 50 gigawatts. On était à 0 pour le groupe ou un peu moins de 1 en 2017. Donc oui, il y a une dynamique. Mais quand on voit ce bénéfice record de 19 milliards de dollars cette année, on peut quand même et cette allocation du capital qui a été faite pour 2022, on peut se demander quand même si on ne pourrait pas aller plus vite et faire cette démonstration avec tout cet argent qu'effectivement on peut le diriger et l'orienter pour orienter le modèle économique de Total sur une trajectoire alignée avec les objectifs de l'accord de Paris. Qu'est-ce qu'on se dit face à ce que dit Total ? Le serpent se mord la queue.
Le serpent se mord la queue, pourquoi? Je vais vous dire. Parce qu'en réalité, tout ce qui est en train de se passer, la stratégie européenne, c'est d'orienter les flux en disant on va orienter les flux vers les trucs propres et on va retirer des flux aux trucs sales. Aujourd'hui, vous regardez la valorisation des pétrolières, vous regardez la valorisation totale. Grosso modo, ça vaut pas cher. Comme ça vaut pas cher, il faut attirer des capitaux. Comment on veut attirer des capitaux? Qu'est-ce qu'on fait? On détourne des flux du capital vers les actionnaires. Le sujet, il y a deux sujets majeurs chez Total, et on en retombe quelque part toujours aux financiers. C'est l'ampleur du désendettement. Et deuxièmement, quand on entend Total nous dire si les prix du pétrole sont élevés, je vais rendre plus de pognon aux actionnaires, c'est vrai qu'on pourrait dire si les prix du pétrole sont élevés, mais plus de renouvelables. Mais pour autant, on est dans un système. Ça, j'ai dit, l'Europe, elle a quand même un peu compliqué parce qu'elle a juste oublié qu'on était dans une économie de marché, dans un monde capitaliste. Anne-Claire, malgré tout, cette répartition, c'est peut-être en étant à l'AG qu'on peut la faire bouger. Alors, j'entends bien ce que disait Olivia, et je suis tout à fait d'accord. Combien de temps? Il y a la question du calendrier, mais c'est peut-être quand même à l'AG qu'on est les mieux placés pour leur dire « les gars, effectivement... Oui, tout à fait. Donc nous, effectivement, on engage, on a un dialogue actionnarial avec Total Energy depuis plusieurs années. En particulier en 2020, on s'est regroupé avec d'autres actionnaires pour déposer une résolution qui visait à augmenter le niveau de transparence de Total Energy sur sa stratégie climat, notamment en considérant l'ensemble des scopes 1, 2 et 3 de ses émissions avec des objectifs à court, moyen et long terme. Donc c'est en demandant un effort de transparence dans la communication du groupe et nous avons co-déposé donc avec succès cette résolution en 2020 et en 2021 le groupe a proposé sa première propre résolution, ce qu'on appelle les Say on Climate, que nous n'avions jugé pas à la hauteur, de même en 2022. Donc on continue chaque année avec ce groupe d'investisseurs de dialoguer avec Total et chaque année on observe, je dirais, un certain nombre de progression quand même. Pas assez vite, mais un ça petit peu, avance. voilà, Bon. pas assez vite effectivement, mais on est convaincu de l'importance de cet engagement actionnarial que l'on a aussi sur d'autres sujets avec le groupe, puisque vous le savez, il y a des enjeux de droits humains majeurs sur certaines opérations du groupe également. Bon, Olivia, vous étiez donc contre investir sur Total. Est-ce que vous auriez malgré tout une solution pour que des particuliers investissent sur le titre ? Effectivement, on parle aujourd'hui d'action, mais si on voulait être en tant qu'épargnant ou investisseur, se dire, voilà, je veux aider Total dans la transition, je veux participer à cette transition, en fait, on pourrait tout simplement obtenir des obligations, il pourrait émettre une obligation verte dans laquelle on pourrait investir. Et au moins, on aurait une espèce de conscience qui se mettrait en place plutôt qu'une action où finalement, on peut aussi bien indirectement financer encore leur expansion économique et pas forcément leur transition. Un mot de conclusion, Jean-François, parce qu'on... Non, mais très rapidement, parce que j'entends tout ça, c'est très bien. Donc, il faudrait qu'on rouvre le marché des obligations au retail, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ouais. Deux, si on fait de l'engagement actionnarial, il faudrait qu'on regarde la nature du capital. Aujourd'hui, il y a plus d'anglo-saxons, il y a plus d'Américains que de Français au capital de Total. Donc, je veux bien que ça soit un champion national, mais c'est quand même les Américains qui font la loi chez Total. Deuxièmement, si on parle d'engagement actionnarial, on rappelle juste que Total a été un cas emblématique, parce que ça a été la première résolution sur le climat, elle avait été retoquée par la direction en disant c'est pas l'affaire des actionnaires, c'est l'affaire du conseil d'administration. Et donc le dépôt des résolutions en assemblée générale est un vrai sujet de place et j'aimerais bien entendre l'AMF sur le sujet. Eh bien voilà, quelques idées pour éclairer votre vote, puisqu'on rappelle, Jean-François, le sondage sur le site Marché Gagnant, et en fonction de la réponse, on verra la suite. On verra la suite qu'on donnera à tout ça. Merci beaucoup à toutes les deux d'être passées nous voir. Olivia Blanchard, donc pour l'association Acteurs de la Finance Responsable, et Anne-Claire Impérial pour Sycomore Asset Management. À très bientôt.